Henri Costan, vous êtes un peu, si je puis dire, le bénédictin de la vie politique française. Vous avez accumulé les travaux, les recherches, la documentation, et vous avez d'autre part pris des positions politiques, écrit des livres qui vont au-delà de la simple information. Alors je voudrais vous interroger sur ces deux aspects de votre activité. Et en ce qui concerne d'abord le côté documentaliste, où je disais bénédictin, comment vous est venu, parce que c'est un goût un peu spécial, une activité, comment vous est venue l'idée d'effectuer cet énorme travail? Oui, d'abord, il faut vous dire que dans ma jeunesse, j'ai été employé de banque pendant quelques années. Et là, comme je débutais, on me faisait classer. Voilà. On me faisait classer les, comment dirais-je, les notices sur les sociétés financières. Et vous avez pris goût? Et j'ai pris goût. Et alors là, j'ai remarqué qu'il y avait des noms qui reparaissaient à chaque instant dans toutes sortes de sociétés. C'était toujours les mêmes personnages ou les mêmes familles qui reparaissaient. Et c'est ainsi que je me suis dit, il y a là quelque chose d'anormal. Oui, ça vous a mis la puce à l'oreille, comme on dit. Absolument, absolument. Mais il faut dire qu'en même temps, j'ai été attiré par la politique. Et de très bonne heure. De très bonne heure, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans quand, à Villeneuve-sur-Lot, car vous êtes... Non, je suis né de parents auvergnats à Paris, mais mon père, qui avait été gazé devant Verdun, a été très malade et il voulait se reposer. Nous avons acheté une propriété, ou plutôt mes parents ont acheté une propriété près de Villeneuve-sur-Lot. Mon père est arrivé là et est mort un mois et demi après. Bon. Alors, ma mère a gardé la propriété, elle a essayé de la faire cultiver, enfin, elle est arrivée, enfin, et j'ai été amené, donc, d'abord, j'ai été au collège de Villeneuve-sur-Lot, où j'avais comme la badince Paul Gut, l'écrivain Paul Gut, et qui lui était du cru. Et lui était du cru. Et Bordeneuve, Jacques Bordeneuve, qui a été sénateur de la Garonne et sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts. Bien. J'avais une quinzaine d'années lorsque, un jour de foire, c'était en janvier, je pense, en janvier 26, un jour de foire, des affiches multicolores étaient placardées sur les murs de Villeneuve-sur-Lot. Et ces affiches provenaient de l'Action française, que je ne connaissais pas. Et ça s'intitulait « La République, c'est le règne de l'étranger ». Cette affiche était assez bien faite, et ma foi, j'ai été séduit par l'argumentation. À 15 ans, on s'enthousiasme facilement. Votre famille n'avait pas, elle, de marque politique particulière? Du tout. Mon père était un bon républicain, modéré, comme on était à l'époque dans les petites familles bourgeoises. Mais pas lancé du tout dans l'affaire? Du tout. Et à peu près à la même époque, j'ai trouvé dans le grenier d'un de mes oncles qui avait appartenu au petit cadre du musée de Cluny, d'une part, une collection de l'œuvre hebdomadaire de Gustave Thierry, la chronique verticale de Daudet, c'est ça. Et d'autre part, un livre de Drummond. Je pense que c'était La fin d'un monde. Alors, l'affiche, ces lectures, et me voilà lancé à l'Action française. À cette époque, la section d'Action française était en sommeil. Il y avait une quinzaine de membres. À Villeneuve. Oui, c'est ça, Villeneuve-sur-Lot. Et on m'a demandé, j'avais 15 ans et demi à ce moment-là, on m'a demandé d'être secrétaire de la section. D'emblée. D'emblée, parce que personne ne voulait s'en occuper. Et je dois dire que
je m'en suis occupé et que la section a marché normalement. Nous avons fait venir à ce moment-là des orateurs de Paris, enfin bref. C'est comme ça que je me suis lancé. Bien. Mais j'estimais que ça n'avançait pas. Oui. Et c'est ainsi que je suis arrivé à écrire, je me suis mis à écrire pour diffuser mes idées. Étant encore potache. Ah non, 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 plus tard. non, un peu plus tard. Ah bon. Je devais avoir 17 ans à peu près. Et j'ai débuté l'Express du Midi, qui était un quotidien toulousain, un quotidien à la fois monarchiste et catholique. Oui, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout. Oui. Ma foi, je faisais évidemment la chronique locale, la chronique de l'arrondissement, puisque Villeneuve-sur-Lot était chef-lieu d'arrondissement, c'était sous-préfecture. Et je m'étais surtout spécialisé dans les attaques contre Georges Leigh, qui était ministre de la Marine à l'époque, et député du Villeneuve-sur-Lot. Et ça ne vous a pas trop compliqué l'existence parce que vous êtes... Si, c'est pourquoi j'ai quitté Villeneuve-sur-Lot. Ah bon? Car au bout d'un certain temps, j'étais entré à la Société Générale, et au bout d'un certain temps, les gros clients de la Société Générale qui n'avaient pas du tout mes idées se sont plaints amèrement de mes articles. Alors j'y allais un peu fort. Et vous les signez? Oui, mais enfin, j'ai signé quelquefois d'un pseudonyme, mais on savait toujours que c'était moi, puisque j'étais le correspondant officiel du journal. Oui, dans les petites villes de province, on n'aime pas beaucoup ça. Non, non. Non. Ensuite, je suis venu à Paris. Pour vous mettre justement... Je dois dire que déjà à Villeneuve-sur-Lot, j'avais créé mon premier journal qui s'appelait La Contre-Révolution de Villeneuve-sur-Lot. Ça, c'était en fin 1928. Je n'avais pas 18 ans. En effet, oui. Le journal a vécu 2 numéros. Puis, au début de 1930, j'ai fait paraître un nouveau journal hebdomadaire qui s'appelait La Nouvelle France, qui a vécu 6 numéros. C'était mensuel, et qui est devenu, car au fond c'était le même journal, qui est devenu La Libre Parole à partir d'octobre 1930. Journal alors, qui a vécu... Ça à Paris alors? Qui est à Paris. À Paris. À Paris. Au fond, dès votre arrivée, vous avez lancé... Presque. Oui. Et vous aviez des capitaux? Ah non, jamais. Vous avez fait ça sans le sou? On a fait ça sans le sou, avec uniquement les abonnés qui rentraient, et puis en se serrant un peu la ceinture pour payer l'imprimeur. Alors j'en arrivais à faire un repas par jour pour pouvoir payer l'imprimeur. Le résultat, quand à 20 ans on fait un repas par jour, et qu'on travaille trop, on pâtit, oui. On en pâtit, et ça vous conduit au sanatorium où j'ai passé à ce point-là. Quelques mois. Oui, quelques mois. Oui. Ça, c'est en 32. En 32. Et puis je me suis rétabli, c'est bien, sans drogue. Et vous étiez toujours à l'Action française? J'étais à l'Action française jusqu'en 1932. J'ai quitté l'Action française après. Ah bon. Et vous étiez toujours aussi dans la banque, malgré tout? Ah non, j'avais quitté. Également. Quitté, oui. Vous viviez avec le journal? Oui. Et puis j'étais à Paris le correspondant de l'Express du Midi. Ah oui. Voilà. Ce qui vous assurait une petite pige, enfin. Oui, c'était modeste, mais enfin... Et je dois dire aussi qu'à 21 ans, ça c'est donc fin 31, j'ai eu l'héritage, à 21 ans, j'ai eu l'héritage de mon père, qui était mort. Ah oui, d'accord. Bien. Oui. Cet héritage n'était pas considérable, mais enfin, il était assez convenable, et ça m'a permis de développer mon journal à ce moment-là. Oui, ça vous a donné tout de même quelques capitaux, oui, quelques ressources pour faire un peu mieux. Alors ça, c'était donc La Libre Parole. C'était La Libre Parole, qui a vécu jusqu'en 1939. Qui était une résurgence un peu de celui de Drummond. Oui, on continuait la même politique que Drummond. Mais vous aviez simplement récupéré le titre. On avait récupéré le titre qui était tombé dans le domaine public. Je dois dire que mon ami Jacques Ploncart-Dassac l'avait relevé en 1928, mais avait été très rapidement évincé de l'opération par d'autres qui ont fait crever le journal peu après. C'est ça, oui. Alors donc le titre était libre,
puisqu'il n'avait pas paru depuis 1 an et demi. C'est ça, oui, on a le droit à ce moment-là. Alors, à ce moment-là, je l'ai fait avec de vieux collaborateurs de Drummond, le père Gendreau, celui qui a fait 600 000 francs par mois, Ouais. Chapuzot, Galupin, etc. Avec le... comment s'appelle-t-il, Albert Monniot, qui avait été secrétaire général de la Libre Parole, et avec le docteur Moll, qui était député d'Héran à ce moment-là. Ah ouais. Et vous avez pu faire ça hebdomadaire? Ah non, non, c'était mensuel, C'était puis c'est mensuel. devenu bimensuel. Et c'est Et arrivé ça à a vivre. été, et ça a été hebdomadaire quand je suis allé en Algérie. Ah bon? De 1936 à 1937, j'étais à Alger, Ah oui. et j'ai fait paraître la Libre Parole chaque semaine là-bas. Ah oui. Et alors à Paris, l'édition continuait? Alors, il y avait une édition française qui paraissait toutes les semaines et qu'on imprimait là-bas. Ah oui. Et qui était diffusée sur la métropole? Absolument. Ah bon. Et vous aviez trouvé là-bas de meilleures conditions? Il y avait là un public assez favorable à Oui, l'époque. oui, certainement, oui. Ça réagissait bien. L'abbé Lambert, qui avait commencé Député à gauche, d'Oran, je crois. député d'Oran, avait tourné carrément vers la droite. C'était Oui. vraiment... il y avait vraiment des éléments intéressants. Il faut C'est dire ça. que l'Algérie, à l'époque, était très nationale, en dehors de certains secteurs qui étaient communisants, mais dans l'ensemble, c'était très national. Oui, et alors vous avez donc très vite, en somme, abandonné le second métier, comme disait Duhamel, c'est-à-dire la banque en l'occurrence, Ah et oui, très oui, vite, oui, mais ça... vous avez vécu dans le journalisme. Absolument. J'ose à peine dire du journalisme, car Ben, évidemment... c'est bien tout de même un peu ça, car, vous dites l'Express du Midi, après il y a eu j'étais un petit peu au Porc-Épic, j'ai collaboré à d'autres journaux, à droite et à gauche. oui, Oui, mais j'ai vécu de ma plume à partir de ce moment-là. oui, c'est-à-dire très tôt, pratiquement. Ah oui. Et oui, vous, oui. depuis, vous continuez. Car ça a été toute votre vie cela. Oui, enfin avec un petit intermède, pas comique du tout, qui m'a tenu dans le bocal pendant 5 ans, presque. Oui, il y a eu cette interruption, évidemment, Voilà. assez À la sérieuse. Libération, comme pékiniste, on n'a pas oublié. Oui, bien sûr. D'autant plus que les amis d'avant-guerre, les amis entre guillemets, c'est-à-dire les adversaires, se sont souvenus de moi à ce moment-là. Naturellement, c'était le Et moment. Et en ont profité. C'était le En ont moment. profité. Oui, Mais car après, vous avez été coincé, si je puis dire, très tôt, enfin peu de temps après la libération. non, j'ai déjà quitté la France et c'est en Autriche où j'étais dans la clandestinité Ah oui, c'est là que... qu'on m'a retrouvé. Ah, on vous a On retrouvé. m'a retrouvé Ah là, on m'a ramené à Paris, j'ai eu un juge sur mesure, un juge d'instruction sur mesure, M. Zussmann, Oui, bien connu. qui était bien connu et qui m'en voulait d'autant plus qu'il me rendait, moi et bien d'autres, un peu responsable d'avoir eu une baignade forcée dans la fontaine Saint-Michel quand il était étudiant. Oui, ce qui n'était n'est-ce pas très méchant par rapport... Ça n'était pas très méchant, et alors tout de même, lui a été très méchant. Ah oui. Il a été très méchant. Enfin, une grâce médicale est intervenue en 1951 et m'a libéré du jour au lendemain, une grâce Ouais, médicale. enfin, vous avez tout de même passé 5 ans Voilà, ouais, près de dans 5 les ans. jours. Oui, Près de 5 ans là-bas. oui, c'est une Et expérience. quand je suis sorti, vous savez que la condamnation était assortie de tout un tas de petits inconvénients. D'échéance des droits. Absolument. Oui. Alors, on ne pouvait pas être journaliste, on ne pouvait pas être commerçant, on ne pouvait rien faire. C'est très remède pour vivre. On ne pouvait oui. rien faire. Ouais, Alors, ouais. mon ami Jacques Mar, que je ne connaissais pas avant, mais qui est devenu mon ami depuis, Oui. très gentiment m'a offert l'hospitalité à son journal L'Écho de la Presse. Je suis resté quelques temps, et puis alors après, avec ma femme, nous avons créé la librairie française, avec les fonds de certains de mes parents. Mais alors là, vous Alors étiez là- délié de ces servitudes juridiques, enfin, vous étiez redevenu un citoyen, Pas sinon, tout à fait, pas tout à fait à C'est part pourquoi entière. c'est ma femme Ah oui, qui elle, quand même... qui était la patronne, Ah oui, et je n'étais que l'employé. c'est ça, elle n'était pas maudite, elle Non, avait le droit. non, Bon, non, on n'allait pas jusque-là. ça ouais. n'allait pas jusque-là. Bon. Alors, la librairie française était créée rue Condorcet. Nous avons démarré très très petitement. Et en faisant de l'édition tout de suite. Non, seulement... non, simplement de la vente de livres. Ah Mais bon. très vite, nous avons fait des annonces un peu comme Fénifra Livre maintenant, n'est-ce pas? C'est cela, oui. Nous faisions Vente par un quart de correspondance. page dans les journaux amis, le Rivard
Parole, la France Réelle qui existait à ce moment-là. Parole française Non, c'était France Réelle. Ah oui, c'était Parole France française n'existait plus, oui. déjà. Ah oui, c'est vrai, ça n'a pas duré. Non, Oui. non. Et nous avons donc une clientèle assez vite d'amis. Bon. C'est ça. Nous avons fait le tour des éditeurs, nous avons donc pris tout ce qui pouvait convenir à nos amis sur le plan politique, mais au bout d'un certain temps, c'est-à-dire à peu près un an et demi, nous n'avions plus rien à vendre. Et oui. C'est moins intéressant de nos amis parce que ça, nous avions tout vendu. Vous aviez écrémé tout. Alors, nous faisons le tour de nouveau des éditeurs et je leur pose la question, mais pourquoi vous n'éditez plus de livres de ce genre? C'est ça. Ça ne se vend pas, Oui. disent-ils. Or, la preuve était faite de l'inverse. Bien. Alors j'ai dit, mais tout de même, ah non, mais vous comprenez, c'est spécial, on ne peut pas garder des livres si longtemps. Bon, alors, très bien. Alors, nous disons, puisque les éditeurs ne veulent plus éditer, il faut provoquer l'édition. Et c'est comme cela que j'ai créé le Club national des lecteurs, Ah bon. qui était une association de lecteurs. Et cette association de lecteurs était formée en premier lieu des clients de la librairie Oui, française. naturellement. Oui. Et nous avons eu très vite 16 ou 1700 adhérents. Ah, ce qui était important. C'est-à-dire, oui. Et alors, c'est comme cela que nous avons pu lancer un certain nombre de livres par souscription. C'est ça, avec une vente minimum assurée qui couvrait le départ. Nous étions assurés entre 700 et 1000 exemplaires souscrits avant la parution. Oui, ce qui payait pratiquement l'imprimeur. Pas tout à fait, mais ça aidait bien. Ça permettait de prendre le risque, oui. Voilà. Et c'est comme ça que je suis devenu éditeur. Oui, oui. Uniquement parce que nous avons un certain nombre de nos amis qui comprennent que le travail que nous faisons est tout de même intéressant et qui nous aident en souscrivant avant la publication du livre. C'est cela. Et alors, vous avez fait lecture française dans le même temps? Alors, ça a été postérieur? Bien. Non, le Club national lecteur a été créé, je pense, en 1954. Et Lecture française a été créé en 1957. Ah oui. Le premier numéro a paru le 1er mars 1957. Et elle dure depuis 22 ans, par conséquent, ce qui est tout de même un joli bail pour une publication oui. par les temps qui courent. Oui, absolument. Mais alors, là, nous avons évidemment je suis parti sans argent. Absolument. Encore une fois. Absolument. Absolument. Dans tout ce que vous avez fait, vous êtes toujours parti comme ça? Oui, mais alors en trouvant des amis assez nombreux qui fournissaient, c'était les petits ruisseaux. Je n'ai jamais eu de grosses sommes. Toujours des petits ruisseaux. Ça avait d'abord l'avantage de vous laisser la liberté, car quand on a un financier, on est tenu par lui. Bien. Et ce que vous dites est d'autant plus juste qu'après 57, il y a eu 58, c'est-à-dire le retour de De Gaulle. Oui, évidemment. Et dès l'arrivée de De Gaulle, j'ai dit non. Oui, bien. Vous avez été un des premiers... Nous avons perdu 30% de nos abonnés. Ah oui. Bien. Et si j'avais eu, à ce moment-là, un bailleur de fonds généreux, il y a de fortes chances pour qu'il ait suivi l'engouement général. Naturellement. Et qu'il m'ait reproché cette hostilité de principe à De Gaulle. Et le résultat, c'est que la revue aurait capoté. 30% d'abonnés en moins, ça n'a pas été... On a eu un déficit d'à peu près 100 000 francs à l'époque, ce qui n'était pas bien peu de choses, énorme, étant donné que la librairie existait, que le local était payé par la librairie. Oui. Ça n'a pas été... Oui, ça pouvait quand même tenir, oui. Et la revue s'est développée... Et je suppose qu'après, un certain nombre de gens sont venus à récipiscence. Oui, en disant vous aviez raison, mais ils ont été assez peu nombreux. Ah oui. Un certain nombre ont été vexés, au fond. C'est ça, d'avoir eu tort. D'avoir eu tort. Et n'ont pas voulu je les excusais volontiers, qu'est-ce que vous voulez. Naturellement, on peut se tromper. Monsieur Soustel, je crois, dit dans un de ses livres que, oui, bien sûr, ont déclaré que De Gaulle faisait ceci ou ferait cela. C'était leur animosité presque congénitale contre De Gaulle qui les avait rendus clairvoyants. Oui, peu importe, le principal c'est d'avoir prévu et compris tout de suite.
Ce qui évidemment a été relativement rare. Beaucoup de gens, même parmi nos amis, se sont laissés duper. Oui, mais c'est compréhensible. Cet homme arrive et vous dit pratiquement je vais sauver la situation, et les gens d'Alger ont compris qu'il sauvait l'Algérie, n'est-ce pas ? Et il a fait exactement le contraire. C'était un merveilleux menteur, incontestablement. Il avait du génie dans ce domaine au moins. Alors, nous avons vu votre activité journalistique, votre activité de libraire, d'éditeur, de publicataire de cette revue, et vos livres. Alors, vos livres, vous commencez à en écrire à quel moment? Parce que le journalisme, ça prend du temps. Et... Oui. J'ai écrit différentes choses sur la franc-maçonnerie avant la guerre. Ça a été un de vos chevaux de bataille. Oui, le côté caché des choses m'a toujours beaucoup attiré. Oui. Bien. Alors, j'ai publié avant la guerre un livre qui s'appelait Les mystères de la franc-maçonnerie, qui a eu une édition nouvelle autour de 1960, 58. Et à ce moment-là, vous avez déjà publié vous-même ou vous aviez un éditeur? Ah non, c'était encore moi qui éditais. Déjà, dès le début, vous avez fait vos propres travaux. Oui, et là, toujours avec... Non, il n'y avait pas la souscription, mais déjà par le journal, qui avait tout de même, on n'a jamais eu énormément, mais enfin, on devait avoir 3500, 4000 abonnés, pas, ce qui était un fonds intéressant. Aussitôt qu'on annonçait un livre de ce genre, qui correspondait bien à ce qu'il recherchait, le livre, et dès le premier mois, je ne faisais pas de souscription, mais dès le premier mois, on en vendait 1000 ou 1200, c'est-à-dire, on payait l'imprimeur. C'est ça, et après ça, mon Dieu, le reste était bénéfice. Voilà. Et on ne sortait pas d'argent, en somme. Voilà. Mais alors, après ma libération, ma libération, ne confondons pas avec la libération, c'est-à-dire en 51, j'avais préparé, comme j'étais assez malade à un moment donné, je suis resté à l'infirmerie de la prison, c'était à Saint-Martin-de-Ré. Est-ce que la tuberculose avait ressurgi? Eh bien, c'était pas exactement ça, mais on le redoutait beaucoup. Oui, bien sûr. Parce que j'avais beaucoup maigri. Et alors, là, à l'infirmerie, j'ai écrit un livre qui s'appelait l'ABC du journalisme. Je l'ai écrit avec ma femme, qui me fournissait la documentation. Car vous aviez possibilité de contact, en fait. Ah, voilà. C'est grâce à l'aumônier. Ah bon. L'aumônier adjoint, qui, gentiment, sous sa soutane, entrait la documentation nécessaire à la rédaction de ce livre. Et vous pouviez travailler, vous aviez quand même une certaine liberté, si j'ose dire. Oui, on pouvait écrire, oui. Et votre femme était près de vous, près de la prison? Non, elle venait elle a été très méritante, parce que, ayant notre fille à charge et sa mère, il fallait qu'elle travaille, et néanmoins, tous les mois, elle est venue me voir tous les mois à Saint-Martin-de-Ré. Il fallait donc faire le voyage, etc. Elle faisait, au fond, elle travaillait, elle partait le vendredi soir, et elle repartait le samedi, le dimanche. Elle passait 2 nuits dans le train. Vous aviez droit quand même. Chaque fois. Vous aviez droit à une visite quand même. On avait droit à une visite par mois. Ah oui, pas plus. Non. Et librement ou derrière un scénario? Ah non, derrière 2 grilles. Ah oui. Et le gardien se promenant entre les 2 grilles. Ah oui, c'était très intime. Oui, en effet. Évidemment. En effet. Alors là, quand j'ai été libéré, j'ai cherché autour de moi qui pouvait m'aider, parce que là, je ne pensais pas à la souscription, puis je n'avais pas d'adresse, rien. Oui, vous repartiez vraiment à zéro. À zéro, absolument. Car votre femme n'avait pas travaillé dans ce domaine-là, pendant ce temps. Du tout. Elle avait pris un gagne-pain. Absolument. Bien sûr. Absolument. Et heureusement, un de ses oncles lui avait laissé son appartement, où nous sommes toujours, boulevard Ornano. Ah oui. C'est l'appartement qu'occupaient son oncle et sa tante, qui, eux, étaient allés s'installer à Abbeville. Car l'oncle de ma femme, M. Lemoine, avait été, tout de suite après l'armistice, car je ne sais pas si vous savez, Abbeville a été bombardée d'une façon... Oui, énormément. Oui, c'est terrible, mais le maire, le sous-préfet, tout le monde avait fichu le camp. Ah oui. Si bien qu'il n'y avait que quelques civils, dont l'oncle Lemoine,
ancien combattant de la guerre de 14-18, un homme énergique. Qui est Picard, là. Non, je ne pense pas. Il s'était installé une dizaine d'années ou une douzaine d'années auparavant. Il était antiquaire, c'était une forte personnalité. Il est entré à la sous-préfecture, il a pris le képi du sous-préfet, il l'a mis sur l'eau, il a été sous-préfet et maire d'Abbeville jusqu'à ce que les autorités veuillent bien revenir. Ah oui, il a assuré la période... C'était indispensable. Et naturellement, sinon c'était l'anarchie complète. Absolument, bien sûr. Absolument, le pillage, les malades, et la Croix-Rouge avait fichu le camp. Il ne restait que les sœurs pour soigner les malades. Il était obligé de et puis il y avait les Allemands naturellement qui étaient là. Et les Allemands étaient là. Il fallait causer, naturellement. Naturellement. Bon. Alors, donc, revenons à Paris, au boulevard Ornano, et puis je dis, bon, le livre était prêt. Ah oui. Le bouquin sur le journalisme était prêt, mais il fallait le faire imprimer. Et alors là, à ce moment-là, j'ai trouvé un de mes amis qui, très gentiment, m'a fait l'avance des fonds pour permettre l'impression. Oui. On a tiré ce livre à 1200 exemplaires. Et ça a paru, je pense, au mois de septembre ou octobre 51, et au mois de février, il n'y en avait plus. Ah oui. Et nous avons retiré, il a été retiré 4 fois. Bien, oui. 2 fois sous le nom de ABC du journalisme, et ensuite, je l'avais refait un petit peu, je l'avais amélioré, je l'avais modernisé, et ça s'est appelé le journalisme en 30 leçons. Et vous aviez pu le signer, ou vous aviez encore une difficulté? Alors le premier est signé Gilberte Henri Trévignon-Coston. Ah oui. Et les suivants ont été signés Gilberte et Henri Coston. Ah oui, oui, oui. Oui, de façon à glisser. Le premier ouvrage politique, c'est Les financiers qui mènent le monde, qui ont paru en 1955. Alors là, vous aviez repris... On avait le Club national lecteur, on a eu donc à peu près 1 millier de souscripteurs. C'est ça. Donc le lancement était automatique en quelque sorte. Absolument. Mais ça a été tout de même un succès, puisque nous l'avons tiré 14 fois. Ah oui. Ça commence à être joli. Alors après... Et pratiquement, il continue encore de se vendre. Ah non. J'ai cessé parce qu'au fond, il a beaucoup vieilli. Malérakis à la librairie française veut le rééditer. Je lui dis, bon, si vous voulez le rééditer, rééditez-le. Mais enfin, il a tout de même... sur le plan historique, c'est intéressant, mais il n'y a plus de faits très récents. Vous comprenez, ça s'arrête au fond à Mendès France. Oui, mais enfin, c'est encore une documentation historique qui peut expliquer bien des choses ultérieures. Et alors, c'est là que vous avez commencé vraiment à vous pencher sur les choses un peu secrètes. Voilà, et oui. J'ai... cette manie de la documentation, depuis ma rentrée, ma femme l'avait fait déjà pendant mon petit séjour dans ces bonnes maisons. Elle découpait les journaux. Ah oui. Elle ramassait et elle classait un certain nombre de choses. Et quand je suis revenu, nous sommes installés à Paris, eh bien, elle en fait de façon systématique, si bien que en 1955, quand j'ai publié, eh bien, j'avais déjà une documentation classée et utilisable. Et je n'ai pas cessé depuis. Car effectivement, souvent, il y a une information par-ci, une information par-là, et si on ne lit qu'une série de journaux, on n'a pas grand-chose, mais si on arrive à tout confronter, il jaillit des choses surprenantes. Absolument. Et puis je suppose que vous avez encore d'autres sources d'informations, bien entendu. Oui, vous savez, il y a la complicité... Sans vouloir rentrer dans vos secrets. Non, mais il y a la complicité de ceux qui ont souffert une certaine période, et maintenant ils sont âgés, ils ne sont plus, mais à cette époque-là, je dois dire autour de 1960, il y avait qui étaient clercs de notaire, ou qui étaient greffiers de justice de paix ou de tribunaux de commerce. Et alors c'était bien précieux parce que on peut toujours obtenir communication de ces choses, mais faut-il savoir. Voilà. Oui, et il me signalait, il y a telle chose qui s'est... Oui, car il n'y avait rien là d'illégal, mais le tout était qu'on ne peut pas tout seul, bien sûr. Oui, ça c'était une bonne source qui vous permettait d'avoir ces pièces officielles, en sachant qu'elles existaient, bien sûr. On ne peut pas suivre le feuilleton de tous les tribunaux, etc., pour savoir. Et alors, d'ailleurs, c'est pourquoi vous voyez, au
bas des pages une petite référence, parce que je suis précis et j'aime montrer que je possède le document. C'est ça. Alors, comme ça, d'ailleurs, je n'ai jamais eu de procès. Vous n'avez jamais eu de procès. Et c'est remarquable parce que... Le seul procès que j'ai eu, c'est pour lecture française, c'est le banquier Louis Dreyfus, et pour une affaire tout à fait autre qui n'a absolument rien à voir. C'est un de nos lecteurs, un de nos abonnés même, et qui nous avait envoyé une brochure le concernant et concernant ses origines. Et il parlait de Louis Dreyfus comme étant, enfin passant, parce que c'est une chose un peu à part, personnelle, mais cette brochure a été donc envoyée par son auteur à différentes personnalités. Elle était imprimée. J'ai signalé, j'ai consacré 17 lignes, sans dire ce qu'il y avait dans la brochure, mais simplement en disant qu'évidemment c'était affligeant pour le banquier Louis Dreyfus. Il a fait un procès, qu'il a gagné d'ailleurs, et nous avons été condamnés. Alors, à part ce procès un peu particulier, vous vous en êtes toujours très bien sorti, malgré tout. Jamais de procès, même pas de demande de rectification, ou bien elles sont insignifiantes. Et pourtant, vous avez mis en cause force gens des plus importants, et pas toujours de façon à leur être agréable. Rarement. Rarement. Et ils ont supporté, par conséquent, c'est à croire qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Oui, ils ne peuvent pas dire qu'ils l'ignoraient, car un de mes amis, un jour, un de mes amis vient me voir et me dit, vous savez, j'ai quelque chose d'important à vous dire, figurez-vous que c'était un Corse, et il était un ami de Philippi, à ce moment-là, le sénateur Philippi, Oui. Qui était sénateur de la Corse, comme vous savez, et qui était aussi directeur de la banque Louis Dreyfus à l'époque. Ah oui. Et en rentrant dans son bureau, il a eu les financiers qui mènent le monde. Ah, tu lis ça? Ah oui. Et qu'est-ce que tout ce qui est vrai? Ah oui, c'était une bonne clause, oui. Évidemment, vous avez donc une documentation impeccable, si j'ose employer mal cet adverbe. N'exagérons rien. Elle n'est pas toujours très très bien classée, et j'ai beaucoup de retard parce qu'il y a un travail assez considérable, il faut tout faire, et nous ne sommes pas tellement nombreux à faire ce travail de classement. C'est ce que j'allais vous dire, il y a un travail matériel considérable, car il y a d'une part la recherche, le découpage des informations, ou bien, je suppose que vous en avez qui reviennent... J'en reçois beaucoup de mes lecteurs. C'est ça, car j'ai remarqué... Ça, ils sont très bien avec moi, parce que quand ils ont un document, et je ne parle pas seulement des tracts électoraux qui m'ont envoyé et qui m'ont été très utiles. Mais car il y a de bonnes choses, non? Il y a de bonnes choses. Et j'ai vu qu'en effet, vous demandiez à ce qu'on vous envoie, et effectivement, il peut y avoir des articles de journaux de province intéressants, etc. Alors tout ceci fait une masse, et qu'il faut trier, qu'il faut traiter, qu'il faut classer, Absolument. et puis qu'il faut entreposer. Oui. Car ça doit finir par faire un volume... Alors nous avons une maison à la campagne, que vous connaissez. Oui, elle est grande. Heureusement qu'elle est grande, parce que je ne dis pas que le classement lui-même est là, il est chez moi en principe, et ailleurs, mais j'entrepose là les quantités de collections, de revues et de livres, car je dois avoir, je sais pas, 5 ou 6 000 livres concernant en général la politique et les affaires financières. Alors le problème évidemment c'est de retrouver, c'est pas seulement d'avoir ça rangé, c'est d'y retrouver ce dont on a besoin au bon moment. Oui. Ça c'est pas toujours facile. Mais enfin on a des points de repère. J'avais une bonne mémoire jusqu'ici, maintenant peut-être un peu moins, mais enfin elle m'a bien servi. Et puis il y a tout de même les dossiers classés, et lorsque je veux faire un livre, eh bien évidemment ça prend déjà pour la préparation peut-être 4 ou 5 mois pour classer la documentation que je veux utiliser. Et là, mais vous savez, moi je fais ainsi. Par exemple, si pour mon premier dictionnaire, eh bien pendant des mois, sur une très grande table, j'avais repris toute la documentation, presque toute la documentation est passée
Alors j'avais mis évidemment à l'extrême droite ce qui concernait les partis dits fascistes et les partis monarchistes, à l'extrême gauche les communistes et les gauchistes, au centre les radicaux se trouvaient au centre, et alors je répartissais de cette manière les coupures de presse ou les tracts ou les journaux qui concernaient ces différents partis. Et ensuite, je n'avais plus qu'à travailler sur chaque dossier pour en extraire ce qui était intéressant. Et il y a quelquefois les trous, ce que j'appelle les trous. Ça, c'est très embêtant. Parce que, regardez, simplement pour une notice biographique d'un personnage, il m'arrive d'avoir tout sur le personnage, sauf sa date de naissance. Ah oui, c'est ridicule, évidemment. Eh bien, je perds quelquefois 3 jours de démarche pour trouver, et quelquefois je ne trouve pas. Et alors évidemment, vous arrivez tout de même à avoir quelque chose qui est assez complet, parce que je ne dis pas qu'il y ait du tout concurrence, mais je verrais une espèce de parallélisme avec cet ouvrage périodique qui s'appelle le Who's Who, et avec cette différence que là, dans le Who's Who, les notices sont faites par les gens eux-mêmes, semble-t-il, de sorte que on s'aperçoit très souvent qu'il y a des gens qui, pendant 4 années, et lesquels nous l'imaginons, pendant ces 4 années-là, ils n'ont rien fait. Ils étaient hors du temps. C'est assez curieux. Alors, si on se reporte à vos dictionnaires, ben là, on retrouve en général des choses qui ne sont pas forcément déshonorantes, mais enfin, il faut croire qu'ils préféraient ne plus en parler. C'est amusant. Il y a même des hommes politiques qui avaient 30 ou 35 ans à la Libération et qui n'ont rien fait avant. Ils n'ont pas existé. Non, ils n'ont rien fait. Par exemple, moi je les trouve au PPF ou à l'Action française ou au PSF, mais non, ne le disent pas. Ils se sont amnistiés. Absolument. Oui, absolument, ce qui est un peu ridicule. C'est grotesque, bien Surtout, sûr. Certains, évidemment, se sont retrouvés. Regardez Emmanuel Dacier de la Vigerie, que j'avais connu en 1935, lorsqu'il était un journal qui s'appelait, je crois, 1935. Oui. Où il avait d'ailleurs publié un article très, très bien, très élogieux, très remarquable sur Édouard Drummond. Et je l'en avais félicité. Et puis, évidemment, en 1945, on le retrouve à la tête un peu ailleurs d'un journal communiste. Bien sûr, bien sûr. Et vous avez un peu gentiment égratigné le général de Bénouville aussi à ce propos. Vous avez fait une petite farce. Le général de Bénouville était camelot du roi. Ça, il ne s'en cache pas, je crois. Mais non, il ne s'en cache pas. Ah non, mais au fond, il a assez bon caractère. Oui. Il a assez bon caractère. Je l'ai égratigné parce qu'évidemment, il écrivait dans le journal Le Pays Libre. Et alors, il y avait un jour un gros titre, Faites payer les Juifs. Et M. Guylain de Bénouville écrivait dans ce journal. Alors, j'ai dit un jour, ben oui, effectivement, Guylain de Bénouville a fait payer le juif. Oui, depuis. Puisqu'il est chez Bloc d'Assaut. Oui, bien sûr. Bien sûr, enfin, c'est pas méchant, je ne pense pas qu'il vous en ait voulu. Il ne vous a en tout cas point fait de procès. Je pense pas. Non. Alors, ces dictionnaires, vous avez donc accumulé là une documentation qui, cette fois, n'a plus de tendance politique. Vous avez fait là un travail objectif. J'ai essayé, c'est très difficile d'être objectif, absolument d'être, parce que le vieil homme reparaît, vous savez. Mais enfin, dans l'ensemble, j'ai essayé d'être juste, même à l'égard de mes adversaires politiques. Et je ne pense pas qu'ils puissent m'en vouloir, bien entendu. Lorsque j'ai parlé de Thorez, par exemple, j'ai raconté tout ce qu'il y avait à dire sur Thorez. Ça, bien sûr. Les communistes n'ont pas été très contents. Mais j'ai parlé d'autres gens d'extrême gauche, de communistes, sans dire de choses particulièrement désagréables sur leur compte. Il n'y avait rien à dire. Ils étaient communistes. Oui, ça c'est un fait leur politique. Naturellement. Mais d'ailleurs, on constate que vos documents, vos ouvrages sont un peu partout, et aussi que bien des gens s'en servent sans toujours prendre la peine de citer la source. Oui, je ne citerai pas l'hebdomadaire qui, d'une façon régulière, me plagie, ou enfin, bon, enfin, ça c'est... Non, il y a ce que j'appelle les air professeurs, c'est-à-dire les professeurs d'université, qui, évidemment, n'ont, eux, pas le temps de faire des recherches, et alors ils écrivent tout de même des livres, et ma foi, ils prennent leur bien où ils le trouvent,
et dans mes livres, mais il ne me cite pas. Oui, c'est ça. Quelquefois, ça arrive. Tout de même, je dois rendre grâce à Maurice Duverger, qui est un adversaire politique. Il n'a pas toujours été, puisqu'il était au PPF avant la guerre. Et lui, il n'aime pas qu'on le rappelle. Il n'aime pas qu'on le rappelle, oui, mais enfin, c'est ainsi. On n'y peut rien. Pendant la guerre, il a écrit d'ailleurs un ouvrage très remarquable sur le statut des Juifs, en expliquant qu'il était mal appliqué et qu'il aurait fallu d'ailleurs le renforcer. Oui, enfin ça c'est un détail. Je dois dire que je lis toujours avec intérêt ce qu'il fait, car c'est un homme de talent. Il n'y a pas de doute. Ah oui, c'est sûr. Et je regrette beaucoup qu'il soit passé de l'autre côté de la barricade. C'est dommage, mais il a peut-être... Et alors, dans un de ses livres, je l'avais un peu houspillé avant, et dans un de ses livres, il est amené à parler de mes ouvrages, je ne sais plus pourquoi, à quel sujet, et sa petite vengeance, eh bien, c'est de dire fourmille de petites erreurs. Alors évidemment, je ne peux pas répondre parce qu'il ne donne rien de précis, je ne peux pas lui montrer que ces petites erreurs sont des vérités, mais... Bien sûr, oui, ça c'est évidemment la petite perfidie. Oui, mais enfin c'est un détail, je ne lui en veux pas de ces choses. Non, finalement, c'est quand même une publicité. Ça prouve au moins qu'il vous a lu, s'il a trouvé des erreurs. Eh bien, tout récemment, le nom m'échappe, mais un auteur a fait un énorme livre sur le monde. Ah oui. Oui, je vois ça. Eh bien, très courtoisement, l'auteur, citant mon travail sur mes recherches sur le Temps de Paris, notamment, qui a été le fameux journal lancé dans les jambes de Beuve-Méry à l'époque. Il ne lui a pas fait grand mal. Il ne lui a pas fait grand mal, n'est-ce pas? Le Temps de Paris, j'avais fait une étude sur ce journal, et il la cite en indiquant la source. Oui, il y a quand même quelques personnes correctes. Oui, mais non, assez souvent. Oui. Et même à la radio, de temps en temps, ils ont recours au dictionnaire, et de temps en temps, ils disent « Ah ben nous lisons dans le livre de Coston, le dictionnaire. » Oui, parce que finalement, c'est devenu le Coston, comme il y a le Robert. Oui, n'exagérons rien. Mais enfin, je pense que c'est un livre qui est utile à beaucoup de gens. D'ailleurs, un de mes confrères de la presse de province, m'écrivant, c'était à la suite de la publication du tome 2, votre livre, nous sommes de petits journaux de province, nous n'avons pas d'archives, grâce à vos livres, nous avons des archives. Évidemment, car on peut immédiatement un personnage, car vous avez rassemblé là-dedans quantité de gens, y compris ceux qui ne sont pas encore illustres et qui espèrent naturellement le devenir. Et justement, il arrive qu'un personnage obscur soit promu tout d'un coup ministre ou quelque chose, eh bien, on peut se reporter à votre ouvrage pour avoir tout de suite quelques informations sur son compte. Et quelques informations qui ne soient pas le communiqué de l'AFP, malgré tout. Voilà. C'est d'ailleurs assez difficile, quelquefois, à réunir des renseignements sur des gens, parce que quand vous les questionnez, ben, ils ne vous répondent pas. J'ai par exemple, pour le dernier dictionnaire, j'ai envoyé environ 2000 questionnaires. Ah oui. Sur ces 2000, j'en ai reçu peut-être 200. Ah, pas davantage. J'ai reçu 200 réponses à peu près. Oui, mais alors justement, c'est parce que les gens savaient que vous ne vous contenteriez pas de leurs réponses et qu'il y aurait autre chose. Bien sûr, mais enfin, il y a aussi des gens qui ne sont pas dans le collimateur, qui ne sont pas mes adversaires, j'avais aucune raison d'être désagréable avec eux, ils n'ont pas répondu. Et je suis obligé à ce moment-là de chercher, ça me fait perdre du temps. Je trouve néanmoins. Et ils ont quand même leur notice dans le dictionnaire, ça de toute manière. Oui, car là, ils ne peuvent pas s'y opposer. Ah non, ils ne peuvent pas s'y opposer, c'est un ouvrage tout à fait personnel. Oui, il ne s'agit pas de la vie privée, par conséquent. C'est pas le vous-vous. Le vous-vous, bon, comme vous avez dit, insère ce que les intéressés eux-mêmes donnent. C'est cela. Alors, c'est autre chose, c'est très intéressant. Oui, il y a tout de même des choses. C'est un ouvrage très remarquable, seulement on y trouve de temps en temps, par exemple, une personne qui a été longtemps sénateur radical des Yvelines, se dit veuve Patnaud, c'est pas vrai. Ah oui, c'est vrai. Femme divorcée de Patnaud. Oui, bien sûr. Ah, oui, il y a même une histoire très pittoresque à ce sujet. Qui concerne Félix Gaillard, si je ne m'abuse. Oui. Enfin, ça, nous entrons dans la vie privée, par conséquent. On a fait autre chose, mais enfin, c'est pour vous dire que on ne donne pas, et certains devraient mettre qu'ils étaient les rédacteurs de certains journaux avant-guerre. Je sais pas, je vais mettre avant-guerre, mais non, ils ne le mettent pas. Oui. Ils le mettent pas. Et justement, j'ai beaucoup apprécié que notre ami René Sève ne cache point dans sa notice
qu'il a collaboré à la France au travail pendant l'occupation. Nous étions... Et lui, il a en outre la médaille de la résistance, ce qu'il ne dit jamais, mais ce qui est un fait. Par conséquent, tout ça est très bien, et c'est très honnête de dire les choses. Et pourquoi pas? Car du moment qu'on a fait quelque chose, pourquoi en avoir honte? Ça n'est pas parce qu'on a été condamné, après tout, ça ne prouve rien. En politique. En politique, évidemment, si c'est pour vol à la tire, c'est plus ennuyeux. Mais en politique, mon Dieu. Oui. On en a vu des condamnations, et puis on a vu aussi des condamnés devenir des personnages importants. Entre Napoléon III et Ben Bella et bien d'autres, n'est-ce pas? On pourrait... Oui, Napoléon III, j'avais d'ailleurs une certaine sympathie pour lui, parce qu'il a passé 6 ans de sa vie en prison. Eh oui. C'est tout de même pas mal pour un souverain. Hein. Bien sûr, c'est un bon début. Remarquez que c'est une expérience, je ne sais pas, est-ce une expérience finalement? Est-ce qu'on apprend quelque chose en prison? C'est-à-dire on a tout de même des loisirs. Enfin, ceux qui ne sont pas astreints à un travail, à un moment j'ai évidemment travaillé un peu, mais quand on a quelques loisirs, on peut tout de même beaucoup lire. Oui. Maintenant, on ne reçoit pas tout. Ah oui, il y a une censure qui s'exerce. Certains livres sont proscrits. Ah oui. Oui. Et puis alors, on n'est pas trop obsédé par l'atmosphère, on arrive à s'en abstraire? Oui. Oui, tout de même. Et le régime physique, enfin, est supportable? Ah ben, il a été supportable les dernières années, là, hein, parce qu'à une certaine époque, c'était excessivement dur. Car vous vous êtes trouvé au début en un temps où les restrictions fonctionnaient encore fortement, oui, alors c'était pas facile de se nourrir dehors, et puis, on a parlé beaucoup des capots qui existaient dans les camps de concentration, mais ça existait aussi dans les camps de concentration français, et par exemple, il y en avait à Saint-Martin-de-Ré. Ah oui. À Saint-Martin-de-Ré, il y avait des gens qui avaient été nos amis politiques, qui étaient nos amis politiques si on veut, mais qui se conduisaient exactement comme des capots. C'est eux qui dirigeaient notamment à l'infirmerie, un médecin qui est mort maintenant, et qui se conduisait exactement comme un capot. Le résultat, c'est que le lait des malades servait à autre chose, l'alcool pour faire des piqûres servait à faire du Pernod, enfin de l'absinthe, de l'anis, je ne sais pas ce qu'il faisait avec, et beaucoup de choses comme ça. Et, une partie de la nourriture était détournée au profit de certains. Oui, c'est un phénomène général. C'est carcéral. Ça s'est trouvé chez les Juifs, la même chose. Les Allemands avaient fait le Judenrat, qui était affreux vis-à-vis des autres Juifs. Enfin, je crois que c'est un phénomène. Au fond, l'homme est peu de choses. Et dans les circonstances de cette espèce, il ne s'améliore pas. Alors évidemment, ça doit donner une certaine philosophie des choses un peu amère, non? Pas trop? Non, vous êtes sorti quand même sans rancune? Non. Évidemment, quand j'ai sorti, j'avais 40 ans. Il est bien évident que certains de mes confrères que j'ai retrouvés là-bas, comme Stéphane Lausanne, qui était très âgé... Et qui était juif, non? Non, du tout. Avant, je croyais. Du tout. Alors, Stéphane Lausanne, de Beauplan... évidemment, qui avait une trentaine d'années de plus que moi, cela c'était très pénible pour eux. Certainement, oui. Il y a eu une période très pénible, même pour les jeunes amis qui étaient là-bas. C'est l'hiver, je pense que c'est l'hiver 47-48 ou 48-49, même ils ont tué un chien pour le manger. Ah oui, ça fait un gros scandale parce que les rations étaient ridicules. Ah oui. Étaient ridicules, oui. Ah oui. Et enfin, vous n'êtes pas sorti avec un désir de vengeance, vous êtes sorti calme tout de même. Oui, un désir de vengeance. Je ne veux pas dire que j'aimais beaucoup ceux qui m'avaient mis là, parce qu'il y avait surtout qu'on avait exagéré. Au fond, je n'avais fait qu'écrire ce que je disais déjà dans la libre parole et ce que je disais depuis 1927 ou 28. Oui, absolument. Vous n'êtes pas de ceux qui se sont revés dans l'opportunisme. Non, du tout. Et alors, je trouvais que c'était même un peu dur de me coincer maintenant pour des choses qui avaient été publiées avant. C'est ça, bien sûr, c'est ça, oui. Il y avait de vieilles rancunes qui s'assouvissaient, alors que tant de gens
qui eux avaient profité, avaient Oui, on peut gagné des de l'argent. condamnations un peu ridicules. Ou même Ou se sans sont- s'en tirer, Ouais. Bien si sûr. vous avez beaucoup d'argent, vous ne Oui, alors- citerez pas le nom d'un très grand banquier qui a toujours fonctionné sous Vichy, et puis qui a été quelques mois en prison à Fresnes, et qui s'est retrouvé, et qui est à la tête de sa banque. C'est ensuite, ça, oui. n'est-ce pas? Oui, parce qu'on donnait quelque argent à des gens et ça comptait comme service rendu à la résistance. Et alors ça effaçait, bien sûr, bien sûr. Enfin, je crois d'ailleurs qu'il faut prendre tout ça, une fois que c'est loin, quand on le vit c'est autre chose, mais qu'il faut prendre tout ça avec un certain détachement, car je crois que c'est universel, comme nous le disions. Finalement, tous les changements Oui. politiques qu'on Et puis voit... alors, non, ce que je comprends, c'est que à une certaine époque, il y a eu un ressentiment contre les gens comme moi qui étaient du côté du maréchal. Bon, mais après quelques années, tout ça devait se terminer. Or, nous constatons qu'actuellement, il y a une recrudescence, Il se passe quelque chose de très étrange, oui. n'est-ce pas? C'est un fait, mais je commence à me demander si ça n'est pas lié à des événements extérieurs. Parce que, rappelez-vous qu'il y a quelques années, il y a 3 ans je crois, il y a eu déjà l'affaire Piper. C'était comme par hasard, ce Piper au fond n'était pas un personnage de tout premier plan. Non, du tout. Et c'est venu à un moment où il était déjà fort question d'Union européenne. Et maintenant nous sommes dans les élections Ah, européennes. oui, je crois que ça a une influence. Il me semble, n'est-ce pas? Oui, certain. Parce que c'est étrange qu'on ressorte, bon, qu'il y ait quelques professionnels de ce qu'ils appellent l'antiracisme, qui serait d'ailleurs fort discutable, bon, ça c'est une chose, mais qu'on ait remis tellement sur le premier plan cette affaire est bizarre. Et d'ailleurs, avec des résultats tout à fait inverses, car finalement on excite les gens, comme quand on montre des crimes au cinéma, on provoque des assassinats, et bien en montrant des pogroms, on incite aussi certaines cervelles faibles. Je crois que c'est très mauvais de toute manière. Oui, Pour tous. bien sûr. Aussi bien pour les juifs que pour les autres. Pour tout le monde, je pense, oui. D'autant plus que ces choses-là, non, vraiment, ça n'est pas à s'en glorifier, ni à s'en réjouir, par conséquent, le mieux, c'est que ça disparaisse, qu'on s'en souvienne peut-être, mais le montrer ainsi, et puis, encore une fois... Avec tout de même 30 ans, plus de 30 ans après, n'est-ce pas? Oui, alors avec en plus des poursuites tout d'un coup Voilà. intentées. Voilà, oui, c'est ça. C'est très bizarre. Maintenant, est-ce que vous ne pensez pas, puisqu'on peut les nommer, puisque c'est public, que des gens comme Bousquet et Leguet ont eu tort de démissionner à la suite de ça, alors que pour l'instant ils ne sont point condamnés. Alors, est-ce qu'ils n'auraient pas dû faire Ils sont front? très âgés, de toute façon. Oui. Ils étaient tout de même... Enfin, il semble au donner bord un... de la retraite. Oui, bon, c'est peut-être maladroit de leur part. Maintenant, ils ont été peut-être contraints par des gens, vous savez, Oui. dans ces milieux financiers, puisqu'au fond, ils évoluaient dans ce milieu-là, on n'est pas très courageux. Non, bien sûr. On sait gagner de l'argent, mais on ne comprend rien à la politique et on n'est pas très courageux, Oui. en général. Et on emploie très mal Alors- cet argent au point de vue politique, car nous allons retomber là sur vos études. Oui. C'est assez étrange, non, cette manière dont les financiers arrosent, car Oui. ils distribuent bien de l'argent politique, mais d'une façon étrange, il me semble. Oui, nous avons vu que l'humanité, c'était 75 ans, je pense, c'est cela, n'est-ce pas? Ah oui. Puisque le journal a été fondé, dit-on, par Jaurès, en vérité, déjà à la fondation de l'humanité, il y avait de l'argent de certains banquiers. Ah oui. Vous me direz, cela s'explique assez bien, étant donné que Jaurès s'était donné à fond dans l'affaire Dreyfus et qu'il était normal que des gens qui l'avaient aidé l'aident à leur tour. Ça, bon. Peut-être. Mais enfin, ça ne s'est pas borné à cela, et ça continue, n'est-ce pas? Oui, en général, ça n'est pas leur connaissance n'est pas leur vertu cardinale, Non. donc il y a autre chose. Et c'est-à-dire que pour eux, c'est une assurance.
C'est une assurance et ils ont remarqué qu'ils avaient moins de grèves, ils avaient moins d'ennuis dans leurs usines quand ils s'étaient montrés généreux à l'égard de certains groupes d'extrême gauche, et notamment lorsqu'ils donnaient de la publicité à l'humanité. Vous avez remarqué que l'humanité reçoit, bon an, mal an, 4 milliards, peut-être davantage, d'anciens francs en publicité de sociétés capitalistes. Oui, alors que ce n'est pas un journal à très grosse diffusion, finalement. Oui, enfin, sauf... Oui, mais enfin, si on regarde Enfin. la publicité, en principe, je crois, les publicitaires ne s'intéressent en principe qu'aux journaux qui diffusent au moins à 300 000, ce qui n'est pas le cas de l'humanité. Ce n'est pas le cas, c'est environ 150 000 en tirant bien, n'est-ce pas? Bon, eh bien, il y a des journaux de l'autre bord qui tirent à plus de 150 000. Je ne vous les citerai pas, mais qui n'ont pas de publicité, ou presque pas. C'est ça, oui, par conséquent, il y a bien une intention. Mais alors, est-ce que vous ne croyez pas que c'est au fond, peut-être ont-ils un avantage immédiat restreint, mais est-ce que ça n'est pas à plus long terme un très mauvais calcul de jeter quelque chose au crocodile? Vous savez, Lénine a dit que les capitalistes étaient assez bêtes pour vendre la corde qui les pendrait. Vous savez, ça n'a pas changé depuis Lénine. Hein. Oui. Ils font des affaires, ils pensent avoir une certaine tranquillité en calmant les esprits d'extrême gauche. Ils jouent à très courte vue. Oui, je crois. De même d'ailleurs qu'actuellement en commerce extérieur, où nous fournissons tant aux pays de l'Est qui ne nous payent pas, c'est un calcul également assez étrange. Seulement, la finalité du communisme et du capitalisme est à peu près le même, c'est le matérialisme. Ils ont des points d'entente. Ouais. Ils ont même eu des amis communs. Il est bien évident que lorsque la banque Kuhn-Loeb et compagnie commanditait Lénine et Trotsky, eh bien, elle était très favorable à l'instauration du communisme en Russie. Alors vous me direz, c'est peut-être par réaction contre le tsarisme, c'est possible, mais on savait déjà à cette époque ce qu'étaient les extrémistes bolcheviques, étant donné qu'ils avaient déjà sévi en 1905 notamment, et qu'ils n'allaient pas avec le dos de la cuillère, et ils avaient tué beaucoup de gens. Oui. N'est-ce pas? On savait donc que la révolution communiste serait quelque chose de terrible. Et bien vous voyez des banquiers, et ils n'ont pas été les seuls, il y a eu beaucoup d'autres banquiers et qui ont donné aux communistes à l'époque pour instaurer le communisme en Russie d'ailleurs. Et alors ce sont justement ces convergences mystérieuses que le public ne perçoit pas et qui ont fait en somme l'objet de vos études essentielles. Voilà, j'ai essayé de montrer dans mes livres qu'il y avait une complicité constante entre ce que j'appelle le supercapitalisme et le communisme, la révolution. Et le but, évidemment, détruire la société établie, qui, telle qu'elle fonctionnait à une certaine époque, maintenant, on ne peut plus le dire, mais telle qu'elle fonctionnait, gênait les affaires. Ah oui. Vous comprenez? Il y avait des cadres qui gênaient les spéculateurs. Il fallait donc détruire ces cadres. Et pour détruire ces cadres, on s'est servi des révolutionnaires. Les révolutionnaires, de leur côté, étaient contents d'avoir de l'argent car ils ne trouvaient pas auprès d'ouvriers qui étaient chichement payés. Et alors, il y a eu une entente pour détruire la société et détruire un certain nombre de gouvernements, d'États. Hein? Chacun espérant ensuite mettre l'autre dans sa poche. Absolument. C'est ça, oui. Absolument. Mais enfin, c'est un jeu infernal et fort périlleux. Et très dangereux. En tout cas, dangereux pour nous. Et alors, vous qui avez approfondi ces choses et qui avez éclairci bien des points, vous n'avez pas eu de procès, mais n'avez pas été l'objet de menaces? Ah si, au téléphone ou des lettres anonymes, bien sûr. Au téléphone, même à une certaine époque, ça devenait un peu agaçant. Mais, enfin, vous savez, on s'y fait. Oui, et ça ne s'est jamais... Quand on me téléphone à 1h du matin, ben, nous ne répondons pas, parce que... C'est le plus simple, oui. Enfin, ça ne s'est jamais concrétisé au-delà. Non, il y a eu des attaques dans différents journaux. C'était très amusant. Quand à Paris, les financiers qui mènent le monde, il y a un journal de gauche
qui avait trouvé habile. Oui, il parle bien de ceci, mais il ne parle pas des Devindel, par exemple, n'est-ce pas? Ah oui. Il a vu que dans les livres suivants, on a parlé beaucoup des Devindel, qui occupent une place importante d'ailleurs dans la Ve République, de même que les Schneider, puisque vous savez que Madame Giscard d'Estaing descend des Schneider, et que la famille de Vindel a un certain nombre de personnages importants, ne serait-ce que notre ministre des Affaires étrangères, qui est marié à une descendante. Oui, alors par conséquent, vous nous apportez toujours ces informations qui font que on peut regarder un peu plus, avec des yeux un peu moins écarquillés, mais un peu plus clairvoyants, tous ces mystères politiques dont nous sommes envahis et par lesquels nous sommes aussi un peu écrasés. Oui, je crois que c'est nécessaire de connaître le dessous des cartes si on veut combattre l'adversaire efficacement.